Bienvenue à vous de nous accompagner dans ce premier débat d'ailleurs de la lutte autour de Notre-Dame-des-Landes et de nous apporter toute votre fraîcheur dont on aura grand besoin cet après-midi. Et la fraîcheur viendra aussi de nos intervenants, Augustin Grosdois et Gilles Lemaire, qui vont nous parler des migrations dans le monde. Alors, je vais les laisser se présenter eux-mêmes, donc nous, on interviendra pour les questions que vous poserez après en faisant circuler un micro. Voilà, donc je leur passe la parole. Merci. Merci à tous d'être là. Donc, je suis Augustin Grosdois, je suis membre du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui est aussi engagé dans les luttes autour des migrations et dans les luttes autour de l'accueil des migrants. Gilles Lemaire, qui interviendra après moi tout de suite, on va se partager les commentaires, qui est membre de ATTAC, donc Association pour la transaction et l'action citoyenne à la fin, qui elle aussi... Pour la taxation. La taxation, c'est ça. Et qui, en tant qu'association, est aussi engagée de manière un peu différente, avec des entrées un peu différentes, sur la question des migrations. Donc aujourd'hui, nous nous sommes associés pour permettre ce forum débat de cet après-midi à 13h, et nous le doublerons avec un autre, non pas juste après, mais à partir de 17h, qui sera plus précisément consacré aux migrations en France. Donc, dans ce premier forum débat, nous allons essayer d'intervenir pas trop longtemps. On s'est fixé une quarantaine de minutes. Si on les dépasse, vous allez crier au scandale. Même Gilles souhaite que ce soit moins longtemps. Pour qu'après, on puisse en débattre ensemble, puisque nous avons 1h20. Donc, pour ce premier forum débat, nous avons souhaité refaire une présentation de ce que sont les migrations dans le monde, notamment pour faire cesser un certain nombre de fantasmes et d'idées fausses qui peuvent circuler sur ces migrations. Donc nous allons reprendre un certain nombre de données, sinon objectives, du moins fournies par les grandes associations, les grandes organisations internationales. Vous le verrez au fur et à mesure. Et puis nous aborderons aussi, c'est directement lié à la problématique de Notre-Dame-des-Landes, mais ça nous paraît de plus en plus important pour l'avenir, nous allons aborder la question des migrations environnementales et notamment climatiques. Donc le diaporama qui est là, en fait, c'est simplement en général des tableaux, ou plutôt des cartes qui vont... que nous allons faire défiler, nous allons les commenter au fur et à mesure. Ce sera, comme ça sera pour vous, et d'ailleurs pour nous aussi, un support visuel qui permettra de fixer les choses. Alors, c'est raté, la première c'est pas une image, mais il nous a paru nécessaire de refixer les choses, parce que lorsque l'on parle des migrations, et notamment, sans leur faire de procès inutile, lorsque les journalistes parlent des migrations, ce qu'on peut dire, c'est que la rigueur du vocabulaire n'est pas la principale qualité souvent des articles de presse que l'on peut lire, et c'est grave parce qu'ensuite on ne sait plus exactement de quoi on parle, et du coup, selon ce dont on parle, les chiffres n'ont pas la même signification et n'ont pas forcément la même portée. Alors, je ne vais pas vous faire défiler... D'accord, mais peut-être que comme ça suffit, non? D'accord. Bon, donc, alors je ne vais pas faire défiler parce qu'il y en a peut-être trop, mais plusieurs choses qui nous paraît important de préciser. Notamment la notion de réfugié qui est utilisée fort souvent est une expression extrêmement ambiguë. Souvent, on confond la notion de réfugié avec la notion de demandeur d'asile. Et en fait, si on veut revenir à la notion de réfugié, la définition internationale et légale, du coup, c'est celle de la Convention de 1951 sur les réfugiés. C'était au temps du début de la guerre froide, qui se référait aux personnes qui fuient leur pays, donc qui sont des migrants internationaux, et qui ont besoin d'une protection qu'ils ne peuvent plus trouver dans leur pays. Deuxième chose sur laquelle je insistais, les demandeurs d'asile, c'est ceux qui, effectivement, ont fait une demande d'asile. Avant, on ne peut pas parler de demandeurs d'asile tant que formellement leur demande d'asile n'a pas été déposée auprès d'un État, de l'État où ils sont en général. Troisième chose importante, du coup, alors il y a en dessous la notion de migrants internationaux et de déplacés. La notion de migrants internationaux, ce sont effectivement des migrants qui quittent leur pays, qui franchissent la frontière et qui arrivent
essayent de s'installer ou pas, ça c'est une autre question, dans un autre pays. Donc les migrants internationaux, dans ce sens-là, ils franchissent une frontière. Mais ce ne sont pas les seules personnes qui sont obligées de fuir leur environnement, leur de vie habituelle, parce qu'il y a dans beaucoup de pays des déplacés qui ont été obligés de quitter pour des raisons diverses et variées, problèmes climatiques, problèmes de guerre, problèmes de famine, problèmes de répression, enfin, etc., problèmes de guerre civile, et qui sont déplacés à l'intérieur même de leur pays. Et là, ils sont, on va le voir tout à l'heure, beaucoup plus nombreux. Bon, les sans-papiers, enfin, je peux en dire deux mots, hein, les sans-papiers, on sait bien, c'est ceux qui sont arrivés dans un pays et qui n'arrivent pas à obtenir, ils ont en général beaucoup de papiers, mais ils n'ont pas les bons papiers. Réfugiés politiques, réfugiés économiques, la seule chose que je peux en dire, c'est que, que je vais en dire ici, c'est que la confusion entre les deux est instrumentalisée. On essaye de, vous savez, on a encore entendu ça très très récemment, choisir entre les réfugiés politiques qui seraient des bons réfugiés, hein, qui fuient la guerre, la répression, etc. dans leur pays, et puis les réfugiés économiques qui seraient des profiteurs et des mauvais. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Réfugiés environnementaux aussi. Et pour finir, juste deux choses, étrangers et immigrés. Il est absolument fondamental pour comprendre et pour arriver à analyser les chiffres de faire la distinction entre les deux et de ne pas les confondre. Hein. Les immigrés, ce sont ceux qui ont quitté un pays pour aller qui sont rentrés dans un autre pays, et alors que les étrangers, c'est ceux qui n'ont pas la nationalité du pays où ils sont. Ainsi, on y reviendra peut-être un peu plus longuement cet après-midi. Il y a en France des immigrés qui ne sont plus étrangers parce qu'ils ont acquis la nationalité française, mais ils sont toujours marqués comme immigrés. Quand on est immigré, on l'est tout le temps. On ne peut pas changer de ce point de vue-là de statut. Alors que quand on est étranger, on peut quitter ce statut en acquérant la nationalité du pays où l'on est. On y reviendra aussi dans les chiffres tout à l'heure. Plus près le micro à la barre. À la barre, d'accord. Bon, on va faire quelques rappels sur ce que sont les flux migratoires dans le monde. Les chiffres, ils sont en haut à droite, très vite, rapidement résumés, c'est les chiffres de 2016. Il y a dans le monde 244 millions de migrants internationaux. D'accord ? Ça ne fait que 3,2% de la population mondiale. On peut toujours en discuter, mais c'est très peu. Et ça ne bouge pas beaucoup. Hein. En 1900, c'était à peu près les mêmes pourcentages. Il y en avait moins puisque la population mondiale était moindre. Et il y a 65 à 70 millions de réfugiés. Et énorme, il y a, j'ai fait la distinction tout à l'heure, 740 millions de déplacés. Donc, voilà. Hein. Et alors, il y a le nombre de migrants dans le monde, vous voyez leur évolution. Hein, ça, c'est en nombre, en valeur absolue. C'est une source du PNUD. Ça augmente. Hein, on était en 1990 à 153 millions. On est à 244 millions régulièrement. Maintenant, c'est le chiffre de 2015, mais il y a peu de différence avec 2016. Et le nombre de réfugiés, cette fois, dans le monde, c'est une source du HCR, donc le Haut Comité aux réfugiés de l'ONU, qui arrive donc là, on arrive à un peu plus de 24 millions. La différence qu'il y a là, c'est qu'il faut distinguer les réfugiés qui dépendent du HCR, c'est-à-dire que le HCR, au nom d'un mandat de l'ONU, s'occupe de certaines catégories de réfugiés dans certains pays, etc. Donc les réfugiés dont s'occupe le HCR, avec les problèmes de financement dont vous avez entendu parler, 24 millions. Alors que si on compte la totalité des réfugiés, c'est 70 millions. D'ailleurs, ah oui, ça va être un peu dur de l'avoir celle-là. Cette carte-là, on va y passer assez rapidement. Là, elle était en 2013. Hein, il y avait, les chiffres sont moindres, on l'a vu tout à l'heure, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir la taille des bulles. La taille des bulles. Les grosses tailles des bulles qui sont ocre, orange, enfin comme on voudra, ce sont les réfugiés qui ne dépendent pas du HCR. Donc on voit bien qu'il y a bien plus de réfugiés qui ne dépendent pas du HCR, enfin pour lequel le HCR n'a pas de mandat, plutôt que de la population déplacée qui est protégée par le HCR au nom d'un mandat de l'ONU. Alors, les flux de migrants dans le monde, globalement, c'est bien connu. Les migrants, ça va du sud, des pays dits du sud vers le nord, et ils nous envahissent, n'est-ce pas? Non, sauf que quand on regarde les choses,
Et quand on regarde la totalité des migrants, les choses sont sont assez différentes. D'abord, on voit qu'il y a déjà 25% des migrants qui se déplacent de pays dits du Nord vers des pays dits du Nord. Il y en a effectivement peu qui vont du Nord vers le Sud. Il faudrait regarder ce que c'est comme migration. Mais il y a 25% qui vont du Sud vers le Sud et 35% qui vont du Sud vers le Nord. On dit qu'il y a une bonne partie des migrations qui se fait dans les pays du Sud. Alors, arrivons un petit peu aux choses qui concernent l'Europe, dont on a beaucoup parlé. Alors, il faut regarder ce qui se passe pour l'Europe. À droite, ce sont les chiffres de 2016. Hein, d'accord? C'est les migrants qui sont arrivés en Europe en 2016 pour un certain nombre de pays. C'est les 6 premiers qui totalisent sur les arrivées presque 400 000 arrivants. Bon, et en 2016, avec beaucoup qui sont arrivés en Grèce, en Espagne encore, en Italie. Hein, L'Italie est en jaune. L'Italie est en jaune, et en 2016, après les blocages, notamment et l'accord entre l'Europe et la Turquie, et c'est encore comme ça aujourd'hui, une bonne partie arrive par l'Italie. Il y en a 175 000. Voilà. Et la Grèce, toujours, en bleu. La Grèce, en bleu en dessous, il y a à peu près autant, 172 000 qui sont arrivés en Grèce. La France ne figure évidemment même pas là, on aura l'occasion d'y revenir. Bon. On peut regarder les arrivées par nationalité en 2015, cette fois, donc en 2015 avec l'arrivée massive ce qui figure là, des migrants de Syrie, pardon, hein, mais il y a aussi, c'est en rose là-bas, mais il y a aussi beaucoup d'Afghans, hein, d'accord, les Irakiens, les Érythréens, voilà, les Pakistanais, les Iraniens, les Somaliens, et il en reste 9%, 10% pour les autres. Voilà, donc on a bien eu les arrivées massives en 2016, en 2015 et 2016 qu'on a pu percevoir. Quelques chiffres sur les morts aux frontières, hein, dont il est beaucoup question pour s'apitoyer, mais on ne refait rien vraiment pour le faire cesser. Sur la Méditerranée, ce qui est le plus proche de nous, on voit bien, c'est les chiffres de 2014, 3500 noyés en Méditerranée, mais il ne faut pas... Et là, c'est là qu'il y en a le plus, mais il y en a d'autres ailleurs. Il y en a dans le golfe du Bengale, hein, dans la frontière Mexique, en Afrique de l'Est, mais la grande majorité, c'est en Méditerranée, comme ça réapparaît d'ailleurs dans les chiffres de 2014, hein, les 4000 morts aux frontières entre janvier et septembre, où on voit le gros rond pour la Méditerranée. Je te relève. J'aurais dû te relayer avant. Ah oui. Vas-y, mais pas si sûr. Ouais. Donc là, on va faire là maintenant un gros plan, mais très rapidement sur la Syrie. Tu te présentes, présente-toi. Ah oui, tu dis qui tu es. Enfin, je l'ai dit rapidement. Bah si, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit, c'est vrai. Bon, donc, ce qui est intéressant sur le chiffre précédent que vous avez vu sur le nombre de réfugiés dans le monde, c'est bien évident que cela dépend beaucoup des conflits à un moment donné. Hein. C'est évident. Tu peux passer. Alors là, on est sur des chiffres qui sont en fait beaucoup plus constants, hein, sur notamment tous ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest. C'est des migrations qui sont des migrations permanentes maintenant depuis quelques dizaines d'années. Sur l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, là aussi il y a des conflits qui ont joué un rôle important. On peut continuer. Donc là maintenant sur la question des demandeurs d'asile. Donc vous voyez que les demandes d'asile en Europe, parce que je crois qu'on a les chiffres sur la France peut-être, en Europe, le nombre de demandeurs, oui, vous l'avez en bas, le nombre de demandeurs d'asile en Europe a connu une envolée très importante, liée effectivement d'ailleurs à la question des conflits au Proche-Orient. Mais ce qui est intéressant de voir pour des gens qui vivent en France et qui ont donc une responsabilité particulière par rapport à ce que fait leur gouvernement, c'est regarder la différence entre le chiffre des demandeurs d'asile en Allemagne et le chiffre des demandeurs d'asile en France. Ça n'a rien à voir avec la différence de population entre la France et l'Allemagne. Hein. C'est lié à quoi? C'est lié principalement au type d'accueil que les demandeurs d'asile ont en France. Hein. D'ailleurs, si on avait là les chiffres
sur les acceptés, la proportion est à peu près la même. Les proportions qu'on a sur les demandes et les proportions sur les acceptés sont à peu près les mêmes. C'est moi. Alors, je Vas-y, continue vas-y, un petit peu, et puis tu vas reprendre la main. C'est pas grave. Donc, les raisons sont multiples. Et il y a quelque chose d'important dans ce que vous a dit Augustin tout à l'heure. Il y a des distinctions qui sont faites, notamment par les gouvernements. Macron vient de refaire avec son Premier ministre la distinction, en disant les réfugiés qui sont des réfugiés politiques, là on est contraint par les conventions internationales et par notre volonté d'être humain, d'être, etc., etc. Ceux-là, on les accepte. Mais 90% de ceux qui rentrent en France aujourd'hui ou qui rentrent en Europe aujourd'hui sont des réfugiés économiques. Et ceux-là, non. Or, la question des raisons, catastrophes environnementales, guerre, pauvreté, etc., on ne peut pas faire des distinctions qui sont des distinctions nettes. Les gens ne sont pas que pour une question de guerre ou que pour une question de pauvreté. Les questions sont très souvent mêlées. Et donc là, c'est important de ne pas tomber et de ne pas accepter ces distinctions qui sont faites. Je peux continuer ? Tu continues là, vas-y. Alors, là, tu reprends la main après. Non, c'est toi. Donc, là, une autre question qui est extrêmement importante. Sur nos pieds, comme ça. Regardez les deux chiffres. Le montant de l'aide internationale au développement des pays du Sud. Et on y reviendra un tout petit peu après aussi, mais il faut voir que la plupart du temps, cette aide internationale est conditionnée. Conditionnée au fait qu'il y ait des accords de réadmission des sans-papiers, lié au fait que ça soit des entreprises du pays qui fait l'aide qui soient choisies pour le faire, et même pire, dans l'aide au développement en France, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais dans l'aide au développement en France, les budgets qui sont des budgets pour renvoyer les migrants sans papier et autres sont considérés comme faisant partie du budget de l'aide au développement. De l'autre côté, pardon, c'est pas grave, j'ai le chiffre en tête. Vous avez vu 132, je crois, milliards, oui, puisque c'est au niveau international, 132 milliards de l'aide au développement, 432 milliards qui viennent en fait des sommes que les migrants renvoient dans leur pays pour aider. Et il y a un autre facteur qui est important, donc déjà, vous voyez que les sommes ne sont pas du tout les mêmes, mais le deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est que c'est des sommes qui vont directement dans les villages. Alors que les sommes qui passent par les gouvernements et autres, sont conditionnées au fait que ce soit des entreprises du pays d'origine, font l'objet de trafics d'influence divers et variés, avec une bonne partie des sommes qui partent dans la poche des potentats des pays du Sud. Donc c'est très important de comprendre que l'ouverture des frontières, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais la question de l'ouverture des frontières est liée aussi au quel type de développement international de l'ensemble des pays on souhaite. Le fait que les gens puissent circuler, le fait que les gens puissent ramener leur savoir, et si vraiment ils peuvent circuler, d'ailleurs il y en a qui circuleraient beaucoup plus, mais qui reviendraient plus d'ailleurs, mais aussi qui puissent aider via les transferts d'argent qui sont faits, sont quelque chose d'important pour le développement. Non, tu continues, c'est toi. Voilà. Je rattraperai après. Mais tu as le droit de boire un coup. Donc, ces deux chiffres. 2013, 22 millions. Alors, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, la difficulté de bien caractériser les choses, les questions sont mélangées et autres. Mais disons, les organismes internationaux parlent de 22 millions de réfugiés environnementaux. Les réfugiés environnementaux n'ont pas de statut international. Les réfugiés politiques ont un statut international qui est lié à une convention internationale. Il n'y a pas de convention internationale sur les réfugiés environnementaux. Et les estimations faites aujourd'hui, et d'ailleurs ces estimations-là sont basées sur un réchauffement à 2 degrés en 2050.
Or, si on était dans un exposé sur la question aujourd'hui du réchauffement climatique, on ne dirait pas 2 degrés. Hein. On est parti actuellement sur des dynamiques qui nous entraînent malheureusement vers des réchauffements plus importants. Qui dit réchauffement plus important, dit problèmes environnementaux plus importants. Alors les problèmes environnementaux, vous les imaginez, c'est la montée du niveau des mers, c'est la salinisation des plaines qui ne sont pas recouvertes par la mer mais qui sont proches des mers, c'est des endroits où la sécheresse se répand, c'est d'autres endroits où ce sont les phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire les tempêtes, les tornades, etc. Par exemple, Madagascar a vu le nombre de tornades et de tempêtes vraiment augmenter. C'est tout ça. Hein. 250 millions, c'est donc peut-être un chiffre bas. Dans quel monde va-t-on vivre? On est aujourd'hui avec beaucoup de difficultés à être capable de prendre en compte cette réalité des 22 millions. Qu'est-ce que ça sera quand ils seront 250 ou 300 millions? T'avances? Ouais, t'avances. Vas-y. Bon, là, c'est un peu ce que je vous ai dit, hein, sécheresse, montée des eaux, les îles menacées. Ce qui est intéressant de voir, hein, c'est qu'il y a 2 zones au niveau climatique qui sont les zones les plus menacées. C'est les zones des tropiques. Tropique Nord et Tropique Sud. Vous voyez là, alors on voit mal hein, sur la carte, mais vous pouvez deviner un bout de l'Afrique en voyant le bout jaune qu'il y a, avec Madagascar à côté. Vous avez les zones des Antilles de l'autre côté. C'est les zones qui sont celles qui subissent aujourd'hui les phénomènes climatiques extrêmes les plus importants. Mais bon. Et l'Asie du Sud. Et l'Asie du Sud-Est, mais qui est aussi sur le tropique Nord. Hein. D'accord. Les inondations sont la première cause. Hein, donc, bon, les chiffres. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourra mettre sur un site les 2 exposés sur un site hein, on mettra les exposés sur un site de Notre-Dame-des-Landes de manière à ce que vous puissiez y accéder, parce que c'est pas possible de garder en tête les chiffres là, qu'il y en a beaucoup trop. L'Asie principalement touchée, l'Afrique également touchée, et les Amériques aussi touchées. Voilà. Mais là, pourquoi l'Asie spécialement touchée? Parce que c'est là qu'il y a les concentrations de population les plus importantes. Hein. Que ce soit en Inde, en Chine, le Bangladesh, c'est la péninsule indienne. Voilà. Tu peux passer. Alors là, j'arrive pas à lire. Ah, c'est très intéressant. C'est dommage. Oui, alors là, c'est les zones particulièrement sensibles au changement climatique. Et c'est un peu ce que je vous ai dit. Tu peux passer. Et je te repasse la parole. C'est à moi après. Non, les impacts. Vas-y, tiens, celle-là, tu peux. Oui, mais alors là, je ne me rappelle pas. Mais si, non, alors, oui, vous voyez, en bleu... C'est une prévision, hein. C'est oui, les impacts attendus. Voilà, les impacts tels qu'on les imagine, et là, mais on les imagine à partir déjà des réalités commençantes. Hein. En bleu, vous avez les zones où il va y avoir des problèmes de sécheresse, d'insuffisance d'accès à l'eau. Vous avez en vert, alors les zones en bleu sont aussi des zones, bien entendu, où les zones, où aura lieu ce que les zones en vert indiquent, c'est les endroits où il y aura des problèmes de récolte, où les récoltes vont diminuer. Vous avez ensuite en jaune des problèmes de démographie. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette idée, mais il y a un des problèmes qui est un des problèmes essentiels qui va jouer beaucoup aussi, c'est le développement des pandémies. Et c'est ça qui doit jouer sur la démographie. Les zones où il y a des maladies qui sont là en permanence, les zones de pandémie, sont des zones avec le réchauffement climatique et avec les phénomènes climatiques extrêmes qui vont s'élargir, s'agrandir. Et donc ça a des conséquences immédiates sur la santé et sur la démographie. Et vous avez les zones de famine qui sont les zones en orange. C'est déjà des zones souvent qui sont touchées par la famine, mais où la famine... Vous savez combien il y a de personnes actuellement dans le monde qui sont touchées par la famine? C'est de l'ordre d'1 milliard de personnes. Et quand on dit touchées par la famine, c'est des touchés par la famine avec des conséquences qui sont des conséquences durables sur la santé. Pas toutes ces personnes ne meurent pas, mais toutes ces personnes sont profondément handicapées par ces problèmes de famine. Eh bien, ce nombre, les estimations sur le nombre de personnes touchées par la famine sont aussi, pour 2050, j'ai plus le chiffre en tête, mais en augmentation très importante. Et là, c'est à toi. C'est à moi.
Alors, deux remarques par rapport à ce que vient de dire Gilles. La dernière carte qu'on a vue, c'est une carte qui a été, comment dire, c'est une projection de l'armée canadienne. D'accord? Et deuxième chose, les 250 millions dont on a parlé, Gilles a utilisé le mot de réfugiés, en fait c'était des déplacés. Oui. Et c'est vraiment ce chiffre de 250 millions, c'est complètement à la louche. C'est-à-dire que quand on essaie de regarder d'à peu près d'où ça vient, c'est vraiment des estimations sérieuses, mais est-ce que ce sera 200 millions ou ce sera 400 millions, on n'est pas capable de savoir. Alors maintenant, on va venir sur l'Europe. L'Europe, c'est pas peine que je vous fasse un dessin sur l'arsenal qu'elle met en constant renforcement pour essayer de repousser les migrants qui essaient d'arriver chez nous le plus loin possible. Là, on en débattra après, mais on ne va pas aborder tout. On voudrait simplement, là, on a fait une liste, sans doute incomplète, et on va regarder. Donc, tout le monde a entendu parler de Calais, bien évidemment. Simplement, il faut savoir que ce point de fixation à Calais, on pourra y revenir sur les causes, des raisons, au-delà des drames qui s'y déroulent. Il y a aussi derrière les centres d'admission et d'orientation qui ont été faits pour, entre guillemets, vider la jungle de Calais par le gouvernement, qui ont été installés à peu près sur tout le territoire français, qui ont été des moments qui ont pu être intéressants pour un certain nombre de migrants, il faut bien le reconnaître, pour se poser et pour essayer d'envisager un avenir. Pour certains, effectivement, en France, pour d'autres, ils ont toujours le projet personnel de gagner l'Angleterre. Les CAOMI, c'est des CAO qui étaient plus particulièrement destinés aux mineurs isolés étrangers, maintenant qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Vous savez, sans doute, sinon on pourra y revenir, sur le fait que le scandale que représente en France, parmi d'autres, le non-accueil et la non-prise en charge sérieuse des migrants non accompagnés, les départements qui en sont théoriquement responsables, se refilant la patate chaude d'un département sur l'autre et faisant tout pour ne pas faire face à leurs responsabilités. Alors, pour ce qui est maintenant des sans-papiers, le système d'expulsion passe par plusieurs niveaux et en dernière extrémité, les migrants ramassés par la police peuvent se retrouver en centre de rétention administrative. Le plus près de chez nous, il est à Rennes, à Saint-Jacques exactement, tout près de l'aéroport. Et s'y retrouvent un certain nombre de migrants sans papier qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par un tribunal administratif. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails du système de recours qu'il peut y avoir. Si vous avez regardé le programme de ces 2 jours, il y a demain après-midi un forum avec un certain nombre de collectifs locaux qui viennent notamment en soutien aux migrants sans papier et qui pourront nous décrire sur la base de leur expérience comment ça se passe concrètement ici en Loire-Atlantique. Maintenant, deuxième système pour essayer de repousser le plus loin possible les migrants, essayer d'installer des murs. Des murs, il y en a partout dans le monde, mais on les a vus se multiplier à vitesse grand V ces dernières années. Exemple suivant sur lequel on va revenir, le délit de solidarité, qui est un débat permanent. Vous savez que les personnes qui soutiennent de fait les migrants, il y a un certain nombre de cas emblématiques à Vintimille, à la frontière italienne, mais c'est un peu partout que par ce système, malgré les textes de loi, le gouvernement essaye d'intimider ceux qui viennent en aide aux migrants sans papier. Nous avons aussi, on va y revenir, un renforcement législatif et judiciaire. En France, c'est le code d'entrée des demandeurs, en France, des demandeurs d'asile, mais c'est au niveau européen, les accords de Dublin, on en est rendu au numéro 3 et on aura droit bientôt à un numéro 4, j'y reviendrai. Et bras armé de cette politique, Frontex, qui est aujourd'hui un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. On y reviendra aussi.
Voilà, les centres de rétention administrative. Je n'ai pas mis la carte de France, là il y a Rennes qui est là-bas, mais dans l'ensemble de l'Europe, on voit bien que c'est un maillage qu'il y a partout, notamment aux frontières maritimes à l'ouest et ailleurs un peu partout, pour enfermer les migrants. Il y en a, le chiffre est rappelé là, il y en avait 393 centres de rétention en Europe en 2014. Tu as l'espace de Schengen, dis un mot. Oui, mais on va... Ah oui, alors, j'en parlais plus tout à l'heure. Bon, les centres d'accueil et d'orientation en octobre 2016, c'est là où il y en a eu le plus, puisque depuis un certain nombre, comme c'était prévu, convenu, contracté avec les organisations qui avaient mis leurs locaux à disposition, ça a diminué, mais au plus fort, en octobre 2016, il y en avait vraiment partout sur le territoire français. Bon. Je peux pas revenir en arrière. C'est un peu compliqué de revenir en arrière, là. Hein? Non, ça marche pas. Si, ça non, marche. t'es avancé, là. Voilà. Vas-y. Comment t'as fait? Voilà. Bon, alors, comme ça, tout le monde a le temps de le regarder. Si vous n'utilisez pas la bulle, on profite juste un peu des droits de l'homme et on s'en va. Tu avances? Les murs, j'en ai parlé, mais la frontière... Alors oui, c'est vrai, on a toujours les problèmes de carte, mais on voit bien à droite les frontières européennes, si on veut s'y retrouver. Là, c'est la Hongrie et l'Autriche qui sont là, donc le mur tout au nord, disons au sud de l'Allemagne. Hein, il y a celui-là. Il y a aussi, alors où est-ce qu'il est là? Ne l'oublions pas, il y a un mur entre la Bulgarie, la Turquie, et il y a un mur sur la petite frontière entre la Grèce et la Turquie, le long de la rivière Evros. Et là, il y en a un autre qu'on ne voit pas. C'est lequel? C'est au Maroc. C'est autour des enclaves. Autour des enclaves, c'est Ceuta et Melilla au Maroc. Il y en a aussi à Calais aussi, qui a été construit. Oui, on a aussi à Calais qui ont été construits. D'ailleurs, il y est là-bas, mais je ne l'ai pas nommé. Oui. Alors, ça, c'est sûr en Europe. Hein. Bon, il y a la frontière mexicaine, etc. Bon. Alors, les routes migratoires vers l'Europe, voilà. Il y avait 3000, c'est un peu ancien, mais c'est 2015. Mais déjà, au 31 juillet de 2015, il y avait 350 000 passages clandestins. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, il y a eu dans le passé une route qui arrivait par l'Espagne, mais vu les mesures notamment qu'ont prises l'Espagne, le Maroc, l'Europe avec Frontex, celle-là, elle est quasi tarée parce qu'il n'y a plus moyen de passer, quoi. Donc, fondamentalement, pendant la crise des migrants syriens, c'était la frontière, le passage par la Grèce et les Balkans. Là aussi, il y a eu des fermetures, hein, on vient de parler des murs. Donc, aujourd'hui, la grande route d'arrivée en Europe, c'est la route de la Méditerranée, on l'a dit tout à l'heure, vers l'Italie et la Grèce. On en reparlera. Alors, Schengen et Dublin. Alors, juste des explications importantes avec ces cartes-là. Il y a eu de passer entre un certain nombre de pays d'Europe, au sens large du terme, un accord pour installer la libre circulation des citoyens européens en Europe. En gros, les pays de Schengen, c'est l'Union européenne, moins la Grande-Bretagne et l'Irlande, mais plus l'Islande, la Norvège, la Suisse. Et puis il y a la Croatie, etc., et la Roumanie et la Bulgarie normalement, qui sont candidats à y rentrer. Mais en même temps qu'on installait cette libre circulation des citoyens européens en Europe, la face cachée, ça a été le renforcement des frontières de l'Europe par divers moyens qu'on a évoqués tout à l'heure et sur lesquels on va revenir, pour interdire, contrôler, rejeter ceux qui veulent rentrer en Europe et dont on ne veut pas. Et Dublin, c'est l'accord qui a été passé, qui est un accord sur la manière de gérer, de traiter les migrants qui arrivent et les demandeurs d'asile. Le principe de base, il est extrêmement simple, on pourrait revenir dans les détails, c'est le dossier de demande d'asile d'une personne qui arrive en Europe doit être traité sur le sol, dans le pays où il a posé le pied la première fois.
ça pose évidemment plein de problèmes. Le premier problème, ça a été que la Grèce et l'Italie, entre guillemets, n'en peuvent plus. Parce que massivement, on l'a vu tout à l'heure, les migrants, ils mettent le pied aujourd'hui en Europe, principalement en Grèce et en Italie. Et pendant ce temps-là, les pays plus au nord, le nôtre en particulier, font tout, surtout pour que ça ne change pas, parce que comme ça, ça leur permet de se donner le beau rôle et de renvoyer la responsabilité à la Grèce et à l'Italie. Même si l'Italie tape du poing sur la table, fait un certain nombre de menaces, mais dans la pratique, les choses n'ont pas changé. Et Dublin 3, même s'il a apporté quelques aménagements à Dublin 2, n'a absolument pas réglé le problème, et on peut même craindre que Dublin 4, qui est dans les tuyaux, ne fasse qu'aggraver la situation. Là, c'est à moi. C'est à toi, alors vas-y. Donc, Frontex, cette agence chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Frontex donc a été créé en 2004 et voit petit à petit à la fois ses moyens et ses rôles augmenter. Donc là, jusqu'à présent, les moyens de Frontex étaient mis à disposition par les États de l'Union européenne, et Frontex, là, va être doté de moyens spécifiques, de moyens propres à Frontex. Alors les moyens en question, c'est quoi? C'est des vedettes rapides pour aller récupérer en Méditerranée les bateaux de migrants et les renvoyer vers la Tunisie ou vers la Libye. C'est l'ensemble des moyens informatiques pour repérer dans quel pays les migrants sont arrivés, pour ensuite, via Schengen, donc les renvoyer quand ils sont... Et actuellement, là, vous avez vu qu'il y a eu des rafles, enfin des rafles. Il y a eu à Stalingrad, à Paris, et sous le métro aérien, il y a eu énormément de migrants, là, qui ont été... 3000. Mais ça date d'hier, hein, c'est... Comment? À La Chapelle, oui, c'est sous le métro aérien entre La Chapelle et Stalingrad. Il y a eu énormément de migrants qui ont été donc récupérés et pour être réorientés. Une des craintes de ces migrants, c'est que tous ceux qui ont été, dont les empreintes digitales ont été prises en Grèce, en Italie ou ailleurs, vont être renvoyés dans ces pays-là. Et ça provoque le débat de la Grèce et de l'Italie. Vous avez vu, c'était de l'ordre, Grèce-Italie, c'est 200 000 migrants. Le reste, ou 180 000 migrants, les deux additionnés, le reste, c'est 20 ou 30 000 migrants pour le reste de l'Europe. Donc, en fait, le gros des migrants entre en Grèce et en Italie actuellement. Oui, oui, tu peux avancer. Alors, je vous avais dit un mot, hein. Les accords sont les accords économiques, de développement économique. Déjà, on peut se poser des questions sur la nature de ces accords, hein, parce que c'est du développement économique qui est conçu des fois d'une drôle de manière. Mais en plus, ces accords maintenant sont pratiquement systématiquement couplés à la signature avec un accord de réadmission. On vous enverra des crédits. Aux dirigeants, vous pourrez vous en mettre une partie dans la poche. En échange, vous reprendrez quand même nos entreprises pour réaliser les choses. Allez, ok. Mais aussi... vous acceptez qu'on vous renvoie les migrants et on fait un accord de réadmission. Il y a un seul pays jusqu'à présent qui résiste un petit peu en Afrique, par exemple, c'est le Mali. Mais c'est pas... la plupart des pays acceptent ces accords de réadmission. Alors c'est important ces accords de réadmission parce qu'un sans-papier qui est pris. D'ailleurs souvent les sans-papiers n'ont pas leur passeport sur eux de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir et connaître leur nationalité. Mais pour qu'ils puissent être expulsés, il faut que leur pays d'origine accepte de les recevoir. Si le pays d'origine qui est sollicité n'accepte pas de les recevoir, le pays expulsant est un peu dans l'embarras. Donc il y a eu l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Alors là, c'était en plus avant le coup d'État d'Erdogan, etc. Donc c'est un peu compliqué. Parce que les évolutions de relations entre la Turquie et l'Union européenne ne sont pas simples. Mais c'était l'acceptation par la Turquie de reprendre
les migrants qui étaient entrés en Grèce en échange d'un certain nombre d'avantages économiques qui étaient offerts à la Turquie. Tu peux passer. La Libye, la carré. J'ai rien dit sur la Libye, oui. Alors, Non, ben, bon. ouais, non, mais t'as raison de C'est m'interpeller important sur la là, Libye. parce que La Libye, ce qui se prépare, là. vous connaissez la situation de la Libye, qui est une situation sur le plan interne extrêmement compliquée. Et donc, il y a beaucoup... parce que ça a été le cas aussi, si vous vous rappelez, quand il y a eu la révolution tunisienne. La révolution tunisienne a fait que la Tunisie, qui avant, dans le cadre de ses accords de réadmission, fermait bien ses frontières et empêchait les gens de partir, la police tunisienne a été complètement démantelée par la révolution tunisienne. Et du coup, il y a eu un afflux de jeunes Tunisiens qui sont partis vers Lampedusa et vers l'Italie. La Libye étant dans une situation aussi très compliquée sur le plan interne, il y a aussi énormément de gens qui partent de Libye. Et en plus, les migrants en Libye, qui sont souvent des migrants qui viennent de Syrie ou qui viennent d'Afrique subsaharienne, sont très maltraités en Libye. Donc, ils cherchent à partir. Je ne me rappelle pas ce qu'il y avait sur le transparent. Je ne sais pas si je fais un commentaire qui y correspond. Mais pas ça de suite. La question là, et ça sera peut-être un des points qu'on va débattre, je crois qu'il va nous rester du temps pour débattre, c'est derrière ces questions-là, il y a des questions humaines, il y a des questions de solidarité humaine. Mais il y a aussi cette question essentielle de dans quel monde est-ce que nous voulons vivre, nous, aussi nous. Les crises économiques ou crises politiques ont toujours provoqué dans l'histoire récente des pays européens la recherche de boucs émissaires, la montée de racisme. Dans les années 20-30, où il y avait des crises économiques assez importantes déjà, c'est les Italiens qui ont fait l'objet de programmes dans la région PACA. Et il y avait de la chasse aux Italiens. Quand vous lisez les textes, et il y a des livres qui sont très intéressants, c'est les livres de Cavana sur l'héritage. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Mais quand vous lisez ces livres, et quand vous voyez comment étaient traités les Ritals, les Polacs, les Portos, dans l'entre-deux-guerres, les mots qui étaient utilisés, la façon dont ils étaient traités, sont les mêmes que ça a pu être ensuite, et ça peut être encore, contre les Maghrébins, contre les Noirs d'Afrique subsaharienne, ou contre les Asiatiques. On a là de la répétition qui montre que toujours, à la fois, il y a un réflexe qui est un réflexe de la peur de l'autre, mais il y a aussi une utilisation politique qui en est faite, et que quand il y a des crises, on cherche toujours à dire mais c'est de la faute de qui viennent, et on y reviendra c'est dans l'autre exposé, sur les idées fausses. Je vous invite à revenir donc nous écouter un petit coup de pub. à 17h. À 17h, où on reviendra de manière plus détaillée, ça sera ici également, où on reviendra de manière plus détaillée sur les idées fausses. Mais il y a là, l'ignorance et la peur provoquent de la xénophobie, des phénomènes de rejet et même des violences. Et le dernier point qui est pour moi aussi extrêmement important, c'est que quand on s'en prend, vous connaissez la phrase de je ne sais plus quel pasteur, ils sont venus chercher alors je ne sais plus par quoi il commençait, mais le juif, j'étais pas juif. J'ai rien fait. Ils ont été chercher le communiste, j'étais pas communiste, je n'ai rien fait. Et à la fin, ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? Ces remises en cause de la démocratie, c'est cet accroissement des forces policières, ces contrôles aux faciès, tout ça a des conséquences sur la société dans laquelle on vit. Et c'est de cette société-là dont moi je ne veux pas. J'espère que vous non plus. Donc là, on finit en faisant de la pub. Si vous voulez vous renseigner plus sur des atlas. Mais bon, on va s'arranger pour que l'exposé soit sur le site et que vous puissiez le consulter.
Bon, ça y est, c'était... Bon, on aurait pu, là, pour comment dire, en mettre 50 bouquins. Il y a des auteurs qui disent des choses extrêmement intéressantes et des analyses plus fouillées que ce qu'on a pu dire, nous, en peu de temps. Hein, d'accord. Sur les migrations environnementales, l'atlas de Gémen, on a fait le choix de mettre que des atlas. L'atlas des migrations de Catherine Witold de Vanel, qui était à Nantes la semaine dernière, et celui-là, le dernier qui est un peu différent, qui a une entrée un peu différente, de Pascal Blanchard et de ses copains, qui est sur l'atlas des migrations en France, qui là aussi remet en place bien des idées fausses. Bon, il nous reste 25 minutes, vous voyez. Donc la parole est à vous. C'est jusqu'à fin, je crois, là, hein, c'est ça? Jusqu'à moins 10. Ah bon, on a 1 heure devant nous. Alors, la parole est à vous. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a un micro-baladeur? Il y a une demande. Autant entre nous hein, que nous avec vous, hein, ça c'est évident. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre être filmés? Ah oui, bonne question. Qui ne veut pas être filmé au cas où ça passerait? Là, tu vois, le monsieur là-bas qui a levé la main, là, derrière, oui, là-bas. D'accord. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Plus près, vas-y. C'est bon? Est-ce que vous me permettez d'actualiser un petit peu certains chiffres? Donc, les morts en Méditerranée, actuellement, c'est 14 000. Vous avez annoncé 4 000. Actuellement, c'est 14 000. Ensuite, pour les admissions en France, c'est 35% par rapport aux demandes. 25% si on enlève les Syriens. Donc, par rapport aux demandes, c'est seulement 35%. En ce qui concerne aussi un chiffre... vous avez parlé de 20 à 30 000 migrants qui arrivent pour l'Europe. Je pense que c'est un lapsus, c'est pas en Europe, c'est en France. L'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés. 1 million, on l'oublie un petit peu. Et les 20 000 à 30 000, c'est pour la France. La France était engagée à accueillir 30 000 et n'a pas encore rempli son contrat qu'elle avait signé notamment avec Angela Merkel. Ensuite, je voudrais parler aussi un petit peu des CAO, parce que j'ai quelques contacts. Je fais partie du collectif Sans-Abri, du collectif Soutien Migrants. J'avais moi-même créé un collectif sur Facebook qui m'a été fermé par 2 fois, parce que ça ne plaît pas ce qu'on dit sur notre collectif. Voilà. Alors, concernant les CAO, il faut savoir qu'il y a énormément d'expulsions en ce moment et un manque de soutien par rapport aux expulsions. Par exemple, les Dublinés, si on prend la région de Gap, le préfet de Haute-Provence est extrêmement dur. Il a été condamné pour abus sur le droit d'asile. Il y a appréhension une trentaine de Dublinés qui risquent d'être expulsés. Il y a à Embrun, près de Gap, des réfugiés qui ont fait 10 jours de grève de la faim. Ils ont arrêté leur grève de la faim, après ils ont fait des sit-ins pour soutenir 2 d'entre eux, c'était des Soudanais, des Afghans, qui devaient être expulsés. Et finalement, ils ont réussi à stopper l'expulsion. À Nantes aussi, en ce moment, il y a des gens, des Afghans au CAO de Saint-Herblain, des Afghans, des Soudanais qui sont menacés, qui ont été refusés par l'OFPRA, qui doivent faire un recours à la CNDA, qui risque énormément d'être expulsés, plus d'autres personnes qui ont été expulsées. Et il y a un petit peu un manque de soutien à l'Atlantique par rapport au CAO. Voilà. Ensuite, je voudrais dire aussi par rapport c'est vrai que c'est un problème délicat, les histoires de définition. Mais bon, moi je suis française, si je veux aller travailler en Angleterre ou en Allemagne pour gagner un petit peu plus d'argent, il y a 200 000 Français dans ce cas-là qui travaillent en dehors de la France, ce sont des migrants. Ce ne sont pas des réfugiés, c'est-à-dire ils ne fuient pas la mort, ils ne fuient pas la guerre, ils ne fuient pas la torture, ils ne fuient pas les persécutions religieuses ou autres. Donc ça, ce sont des migrants. La Convention de Genève fait une distinction entre migrants et réfugiés. On appelle un migrant une personne qui quitte son territoire pour s'installer durablement, c'est la définition, dans un autre pays. Et on appelle réfugié une personne qui, parce elle fuit la guerre, parce qu'elle est menacée de mort, de persécution, qui est obligée de quitter son pays. Ça n'est pas un migrant. Voilà. Et actuellement, il y a, c'est peut-être pour le débat de ce soir, je pense prendre la parole ce soir aussi sur la France, mais il y a une situation qui est très particulière.
la France soutient des pays en guerre et il y a des réfugiés qui arrivent. Vous avez parlé de ceux qui arrivent à la frontière. C'est dramatique la situation à la frontière italienne, d'accord ? Donc c'est vrai que je comprends très bien que ça part d'un très bon sentiment de ne pas vouloir faire de distinction. Mais actuellement, il y a une situation d'urgence avec 14 000 morts en Méditerranée. Et effectivement, comme l'a dit la personne, le mur de Calais qui a été construit, voilà. Et les CAO, c'est vraiment pas, comme on a dit, pour qu'ils puissent se reposer, pas du tout. Dans les CAO, ils souffrent énormément parce que les CAO ont refusé que les bénévoles, les associations entrent. On ne peut les voir qu'à l'extérieur, en prenant des numéros de téléphone. C'est ce qu'on fait, nous, depuis le mois d'octobre. J'étais moi-même à Calais, à Grande-Sainte, c'est un petit peu pour expliquer pourquoi j'ai ce genre d'informations. Et la situation des CAO en Loire-Atlantique est minimisée. J'ignore un petit peu la question, mais il ne faut pas croire que c'est un endroit où ceux de Calais peuvent se reposer. Ensuite, vous avez dit que beaucoup veulent retourner à Calais, plus actuellement. C'est vrai que quand il y a eu le démantèlement, beaucoup avaient envie de retourner à Calais. Mais maintenant, de plus en plus, ils essaient de demander le droit d'asile. Ils ont changé leur projet parce qu'ils ont compris que de toute façon, là, actuellement, la répression est catastrophique. La police leur prenne leur couverture, empêche les bénévoles de donner à manger. La police est épouvantable. Donc le projet de Calais et de l'Angleterre, vu qu'il y a le Brexit, a été abandonné. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et en toute amitié et solidarité avec tout ce que vous avez dit et fait. Attends, il doit partir. Je lui passe. Et après, vas-y. Oui, merci. Juste deux, trois mots, et j'entends l'exposé, et les camarades qui l'ont fait d'un certain point de vue avec beaucoup de clarté, de pédagogie. C'est très bien d'avoir un PowerPoint et un support comme ça. Mais tout le monde s'accordera ici, mais je crois à vous aussi les premiers d'un certain point de vue, que lorsqu'on parle des migrants, qu'il puisse y avoir aussi des migrants qui parlent des migrants. Et je ne dis pas qu'il y a un problème, un blocage en tant que tel, mais tout le monde peut et doit entendre obligatoirement que les migrants ne sont pas simplement des personnes déplacées, ne sont pas simplement des objets d'étude, ce sont des sujets politiques, des sujets en construction, et des sujets qui, n'en doutons pas, ont beaucoup de choses à dire sur leur parcours et sur l'analyse de la situation qui leur est faite. C'est peut-être un préalable dans le propos, et je pense qu'il faut le rappeler d'emblée, parce que je ne dirais pas que c'est une question d'éthique entre nous d'ordre politique, mais ça me semble très important. La deuxième chose, ça a été dit ici, mais insister peut-être un peu plus, que lorsque l'Europe politique décide de couper par exemple la route des Balkans, de couper la route de Balkans, eh bien il déplace, mais ça c'est volontairement, ça a été dit quand on voit Frontex, ça aussi ça a été dit, on l'a vu ça n'a pas été commenté, mais Frontex a pour objet de prévoir aussi le nombre de migrants et par où ils vont passer. Et lorsqu'ils coupent la route des Balkans, ils imposent encore plus le passage par la Méditerranée. Et donc ils imposent la mort. Donc ça veut dire qu'on a, dans ce pays-là, à l'échelle de l'Union européenne, une volonté de tuer clairement, parce que l'idée c'est celle-là concrètement, et qu'il faut bien comprendre dans cette affaire-là, oui non mais je m'emporte parce que vraiment, il y a énormément d'hypocrisie dans cette affaire-là. C'est pas tout simplement un accompagnement humanitaire. Le fond de l'affaire, je parle dans le micro, le fond de l'affaire, je croyais que je parlais trop fort, le fond de l'affaire, dans cette affaire-là, c'est que Frontex a un objectif, c'est de ne pas laisser rentrer, et ça veut dire laisser mourir. Concrètement, c'est ça la politique menée par Frontex, parce que sinon, on se trompe. Et là-dessus, parmi les différentes méthodes qui ont été ici dites à juste titre, c'est en quelque sorte l'externalisation de la police européenne, c'est-à-dire qu'on fait porter la responsabilité à des gouvernements qui sont déjà saignés à blanc, j'ose pas dire, par les blancs du point de vue des rapports nord-sud, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire en tout cas, qui sont saignés à blanc et à qui on promet entre guillemets quelques retours ici et là, mais ça a été dit par Gilles il y a un instant, pour que le sale travail, comme ça a été dit, soit fait en Libye. Quand on dit ils sont maltraités en Libye, il faut bien comprendre qu'ils sont maltraités par l'Europe via la Libye. Il faut bien comprendre que c'est une externalisation de la violence européenne, de la violence de l'Union européenne
qui est faite là-bas. Et enfin, ça a été dit sur dans quel monde voulons-nous vivre, évidemment. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse en disant que tout ça est dans la continuité d'une forme de néocolonialisme, d'impérialisme, parce que ça a été dit, et ça a été vraiment bien dit, mais le répéter peut-être une fois parce que c'est important, qu'en amont des flux, parce qu'on ne migre jamais par hasard, qu'en amont des flux, ce sont des guerres évidemment, dont on sait qu'elles ont été les carnages en Libye et actuellement en Syrie, et des guerres dans lesquelles certains pays, pour ne pas les nommer, les pays impérialistes que l'on connaît bien, ont des intérêts absolument importants. Et ça a été dit, la facture climatique, si la responsabilité est extrêmement importante à l'égard par rapport aux États-Unis, les pays occidentaux, d'un certain point de vue aussi bien sûr la Chine, ceux et celles qui payent la facture en premier, ce sont les plus déshérités de la planète, ceux déjà à qui on a tout enlevé. Pour dire qu'on ne peut pas être dans une sorte de solidarité comme ça, un peu éthérée, survolée, ça nous oblige à un internationalisme, entier, et l'internationalisme entier dans la période, ça veut dire une seule chose, ouvrir les frontières. Et la conclusion, à mon sens, qui doit être notée, ça doit être la 21e diapositive, c'est ouvrons les frontières et arrêtons de nous bassiner avec les flux, parce que des flux importants, il y en a déjà eu à l'échelle européenne, ce ne sont pas des flux du tout importants, et c'est ce qu'on doit aussi assumer politiquement. Tu veux dire comment tu t'appelles? Merci Omar. Merci Omar. C'est important ce qu'il a dit et simplement ça me permet de rebondir et de faire une annonce. Il y a organisé par l'Association des travailleurs maghrébins en France et par le Forum des quartiers et de l'immigration, il y a un festival Moussem, je ne sais pas si tu es déjà au courant, de l'immigration qui va avoir lieu est lié à l'anniversaire de la tricontinentale pour justement faire le lien entre cette mémoire de toutes les luttes contre le colonialisme, de toutes ces luttes contre l'impérialisme, de ces luttes actuelles sur l'altermondialisme avec la question des migrations et des quartiers populaires. Ça aura lieu le 8 et le 9 janvier à Paris. J'ai quelques papiers ici, mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai une vingtaine. Ceux qui sont très intéressés peuvent venir me voir, je leur donnerai les papiers avec le programme. Une question ici. Bonjour, il n'y a pas que l'Italie, il n'y a pas que la Grèce qui reçoivent des bateaux de personnes qui veulent venir en Europe. Il y a aussi un département français qui reçoit beaucoup de personnes en grande difficulté, bien sûr, comme il a été dit dans tous les pays. C'est un département français, mais ce n'est pas l'Europe, c'est Mayotte. Moins on en parle, plus c'est discret, plus l'administration peut faire ça correctement. Pas proprement, mais discrètement. Il y en a une là, il y a une demande là. Puis deux, je crois, il y en a une autre. Enfin, pareil, il y en a. Et après là, oh là. Il y en a une. Pour moi, c'est très bref. Oui, mais attendez, il y a le micro. Non, mais il faut prendre le micro. On va arrêter de fabriquer et vendre des armes et fournir les pires généraux qui tuent dans le monde entier. Le pays de la liberté, hein. Ça va, tiens. Tu veux te filmer? Faut te filmer? Tout près le micro. Tu prends tout près le micro. Moi, c'est juste une notification par rapport à ce que vous avez dit. Le micro sur la lèvre. Hein. En bas. Voilà. Là. Et c'est par rapport du coup à Calais, quand vous avez dit que les exilés ne voulaient plus, voulaient rester en France et ne plus aller en Angleterre. La situation à Calais en ce moment, c'est qu'on a 800 personnes qui sont à Calais pour passer en Angleterre. Je parle de ceux qui desservent. Ok, pardon. Oui, puis il y en a une là après. Oui, bah vas-y, oui. Bonjour à tous, le président, je m'appelle Adama Traoré. Je m'appelle Adama Traoré, je viens de la ville de Nessoubois dans le 93. C'est que j'ai écouté l'exposé, très bien. J'ai écouté mon ami Omar qui vient de partir, très bien. J'ai écouté le monsieur, très bien. Mais à un moment donné, on parle de loin, mais au bas de chez nous, à Pont-de-la-Chapelle, il se passe juste des atrocités incroyables. Je vais vous expliquer clairement l'histoire. C'est qu'il y a un dôme qui a été installé par la maire de Paris, Anne Hidalgo. En gros, tous les migrants, voilà, tous les migrants
sont dans l'obligation, bon désolé j'ai un peu, tous les migrants sont obligés de venir à Port-de-la-Chapelle, rentrer dans le dôme et ensuite être dispatchés dans les centres qui ont été passés par l'État. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a 0,40% de migrants. Sur 60 millions d'habitants, c'est rien. Et il y a 2000 migrants à Paris. Non, il n'y a pas de migrants, toute en raison, c'est des réfugiés. Et ces migrants-là, 1500 sont à Paris 18e. C'est Emmaüs Solidarité qui est mandaté par l'État pour s'occuper de ces réfugiés. Et il y a une association qui s'appelle Utopia, que vous connaissez. Voilà. Ils sont mandatés par, nous on appelle ça la mafia, clairement, sans mentir, sans rien. Et ils sont mandatés par Emmaüs Solidaire pour donner des vêtements. Mais ils n'ont aucun rôle à l'extérieur. À l'extérieur, il y a 400 réfugiés, que des hommes qui sont dans le dos. À l'extérieur, il y a des mamans, des enfants, des réfugiés afghans, soudanais. Et la misère humaine clairement construite à Paris, on n'a pas besoin d'aller loin, elle tue des familles, elle tue des populations, elle tue des gens dans leur tête. Aujourd'hui, les Soudanais, les Afghans se montrent les uns contre les autres. Un exemple, il n'y a pas encore longtemps de ça, des Afghans ont jeté un Soudanais par la fenêtre, dans le dos. Ça, c'est des réalités qu'on vit. À un moment donné, on est tous là. Nous, le 18 juillet, à 13h, nous faisons une grande réunion à Port-de-la-Chapelle pour faire une vraie convergence des luttes. À un moment donné, c'est bien beau de faire de l'invisibilité, c'est-à-dire parler à la place des personnes qu'on ne vit pas. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des Soudanais, clairement, ils n'ont plus de dignité. Je leur ai dit, il faut arrêter de faire pitié, il faut arrêter d'entendre le mot, il faut arrêter d'entendre les temps, il faut arrêter d'entendre tous les produits de première nécessité. Ici, on est venu à la ZAD, ils prennent l'autogestion. Pourquoi on ne prend pas l'autogestion des réfugiés? Ils ont des bras, ils ont des cerveaux, ils ont vécu des choses qu'on n'a jamais vécues nous en France. Pourquoi on ne les responsabilise pas? Pourquoi on ne les aide pas? Pourquoi on ne va pas faire ce genre de réunion à Port-de-la-Chapelle une fois par semaine? On n'a pas l'habitude, et voilà, à un moment donné, moi, le seul message que je vous porte ici, clairement, c'est une guerre sans armes. À un moment donné, il faut les combattre avec leurs propres armes. Aujourd'hui, on est le fou du système. Les politiques à Port-de-la-Chapelle, c'est le préfet qui a ordonné de ne pas nettoyer les endroits où il y a les Soudanais. Aujourd'hui, il y a la mairie qui joue le jeu du préfet. Aujourd'hui, clairement, les associations comme Emmaüs Solidaire, qui est une honte, avec Utopia qui joue le jeu de Emmaüs Solidaire, ne sont pas à l'extérieur. À un moment donné, c'est ça la réalité. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous, on a tous besoin des uns des autres. Arrêtons de parler, agissons, et clairement, c'est une guerre sans armes. La révolution est en marche, c'est pas pour la révolution. Là-bas. Plus près. Peut-on obtenir des renseignements clairs Tout près, tout près. sur les rapports Tout près. entre la France et l'Angleterre? Parce que c'est toujours discret, on nous parle du mur de Calais, mais on ne nous explique pas vraiment pourquoi l'Angleterre, etc. Bon, là-dessus, je ne vais pas être long. La base du bon, alors, il y a effectivement la politique de l'Angleterre qui est comme celle de pas mal d'autres pays, de bloquer sa frontière pour que ces gueux de migrants ne viennent pas chez nous. Mais, comment dirais-je, politiquement, en tout cas au niveau des accords internationaux, c'est sur la base des accords du Touquet que Sarkozy a passé, qui c'était à ce moment-là, je ne sais plus, en Angleterre, ça n'a pas d'importance, qui a fait que l'Angleterre, finalement, a fait ce que les pays européens font avec les pays notamment d'Afrique. Elle a externalisé sa frontière sur la frontière à Calais et non pas à Douvres ou autre chose comme ça. Hein, donc, il y a donc la France, de ce point de vue-là, elle est, dans la mesure où elle les respecte, tributaire des accords qui ont été signés par le gouvernement français, fût-ce celui de Sarkozy. Oui, alors je comprends pas. En fait, Le micro, là. Tout près, tout près, tout près. Non, tout près de la bouche. oui. Voilà. Bon, vous m'entendez? Touchez, non, touchez. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'on est en train de faire la police pour l'Angleterre. Si on les laisse partir avec tout, bon, l'Angleterre se débrouillera. On n'est pas chargé de protéger l'Angleterre
et qui fait son petit kilo. On est là, seulement il faudrait quand même qu'on ait le sens de la solidarité entre nous. Et en France, hélas, c'est pas le cas. On va pas faire la guerre à l'Angleterre non plus. Je vais pas finalement. Les intervenants le feront. J'avais deux choses à dire. Un, pour parler de la politique d'immigration en France ou réglementant le droit d'asile. On parle beaucoup, les gouvernements nous disent beaucoup, on va améliorer les choses, le droit d'asile, on va l'examiner très rapidement. Le statut pour les réfugiés va être examiné très rapidement, aussi sur 8 mois. Ce n'est pas une bonne chose, quoi que l'on puisse en penser. Parce que ça ne donne pas aux gens, le temps de préparer leur dossier, leur récit de vie pour la présentation de leur dossier. Ça ne leur donne pas le temps de se défendre réellement. Et quel est le but avoué, d'ailleurs, derrière ça? C'est de dire, il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps en France, parce que si leur demande elle est refusée, on l'a vu, comme dans 60% des cas, et je ne reviens pas sur le chiffre. 60% des cas, s'ils sont refusés, il ne faut pas qu'ils aient trop d'attaches en France parce que va y avoir des gens qui vont se mobiliser autour d'eux, ils vont vouloir rester et tout. Et donc c'est dans l'idée de les faire partir le plus rapidement possible. Donc ça c'est une chose. Je voulais revenir sur une autre intervention qui a eu lieu au sujet des CAO et le fait que ça intéresse personne. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Le problème des CAO, vous l'avez dit, c'est l'ignorance que nous avons de ce qui se passe là-dedans. Et y compris les gens, on n'a pas de contact avec eux. Vous l'avez dit, effectivement, tout a été fait pour qu'on n'ait pas de contact. Quand je dis les militants de soutien aux personnes sans papier, on a tout fait, ou même la population civile d'ailleurs, pour qu'elle n'ait pas de contact avec eux. Comment est-ce qu'on peut construire un rapport de force ensuite ou une mobilisation? Et moi, je voulais rajouter par rapport à tout ce panorama qui a été fait, qui est très lourd, et qu'on rajoute là, moi, je suis optimiste. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'avec toutes les questions qui ont été faites en France, avec les relocalisés, les CAO, les choses comme ça, des centres qui ont été faits pour donc les migrants, moi, ce que je constate, c'est que partout où il y a eu des centres, il y a eu des mouvements de solidarité qui sont mis en place. Et moi, c'est ça qui est mon optimisme. Et je pense qu'effectivement, on est à une autre étape maintenant. Il faut que tout ça converge, il faut que tout ça se concerte, ça a été dit par quelqu'un. Il faut qu'on arrive à des mouvements globaux pour affirmer que chacun a le droit d'être accueilli, que nous pouvons le faire, qu'il faut donner les moyens de le faire, et que c'est le monde que nous voulons, comme disait Gilles. Et ce que je constate, alors là, c'est peut-être la dichotomie, la coupure très forte entre je ne vais pas dire les élites, parce que c'est très vague, mais entre le gouvernement, les dirigeants et la population. Moi, franchement, j'appelle à plus d'optimisme et à de renforcer nos liens de mobilisation. Avec les personnes concernées, nous n'appelons que ça, que des collectifs de migrants se mettent en place. Il y en a à Nantes. Bienvenue à celui qui va se créer à Saint-Nazaire. Qui sont quoi? Non, je sais pas. Attention, tire pas trop dessus. Il ne veut pas être filmé. Il veut pas être filmé. Ça veut le dire avant. Moi, je m'appelle Mamadi Camara. Je l'ai peut-être pas réouvert, il est peut-être fermé. Tu le mets sur on, c'est bon? Ouais, fais-le bien. Je m'appelle Mamadi Camara, j'habite sur Rennes. En fait, moi je voudrais vous poser une question, monsieur le premier intervenant, et parler un peu sur l'amalgame que les politiques font en France, sur l'immigration, l'islam et le terrorisme. D'abord, la question que je vais vous poser, monsieur, c'est les différents types du Dublin. Parce que la fois dernière, j'ai été appelé à la préfecture pour être interprète pour un ami qui vient de la Guinée aussi, qui ne parle pas français. Et quand nous avons été là-bas, la dame qui nous avait reçus m'a fait comprendre que le monsieur est venu de l'Italie, que ses empreintes ont été vues dans le système ERADOC, que je crois c'est un système informatique qui est commun à tous les pays de l'Union européenne. Et du coup, qu'ils ont envoyé un courrier aux autorités italiennes pour l'examen du dossier de mon ami.
Et l'Italie a fait, je crois, 3 mois. L'Italie n'a pas répondu au courrier. Et cette réponse implicite, ils appellent ça là-bas, à la préfecture implicite, soit c'est que l'Italie a 3 possibilités de répondre oui, à ramener le type en Italie, on va examiner son dossier, non, occupez-vous-en, ou bien par le silence. Et le silence est appelé à la préfecture là-bas, la réponse implicite. Un jour après le délai de ce silence implicite, de cette réponse implicite, la France envoie encore un courrier aux autorités italiennes pour dire qu'ils préparent le transfert de monsieur. Alors que les autorités italiennes s'apprêtent pour accueillir le monsieur ou non, la France ramène le monsieur en Italie, qui dort maintenant dans la rue. Ça ne regarde pas la France. Qu'on le tue dans la rue, ça ne regarde pas la France. Que l'Italie s'en occupe, ça ne regarde pas la France. Mais j'ai dit à la dame, mais moi j'étais venu, moi aussi j'ai été en Italie, je suis rentré en Europe par l'Italie. Mes empreintes ont été prélevées, je suis venu, vous avez prélevé mes empreintes ici à la préfecture, mais je suis dans la procédure normale. Parce qu'il y a 3 procédures à la préfecture. Il y a la procédure normale, il y a la procédure doublée, il y a la procédure accélérée. Accélérée concerne des gens qui sont venus des pays sûrs comme le Sénégal en Afrique et le Ghana, pour les autres pays. Alors la dame m'a dit, ben, c'est des décisions qui viennent d'être prises. Et nous, malheureusement, on ne peut qu'exécuter ce qui a été décidé par les responsables. Et du coup, à partir du moment où déjà vous êtes mis au courant de l'arrêté ou de la note de la préfecture, le monsieur doit être assigné à résidence, je crois, assignation à résidence à partir de ce maintenant. Et puis il n'a que 48 heures encore pour appeler un avocat. J'ai dit, mais vous dites qu'il doit être à Ori, c'est un notaire? Je ne sais même pas ça se trouve où. Le monsieur doit être là-bas. Et il y a une gendarmerie qui est dans cette mairie. Le monsieur doit se présenter là, dans cette gendarmerie tous les jours à 17h pour pointer pendant 45 jours. Alors, je ne sais pas si c'est double 1, ou bien si c'est double 2, ou bien si c'est double 3. Donc, je vais avoir une réponse claire par rapport à ça. Vous allez répondre à ça, s'il vous plaît. L'accord de Dublin. Je vais dire un peu sur l'accord de Dublin. L'amalgame que les politiques font. Vous savez, moi, je remercie franchement tous ceux qui se battent et toutes celles qui se battent auprès des migrants. J'ai été chanceux. La première personne sur laquelle je suis tombé au cours de mon voyage, c'est les Françaises dans le train qui m'a donné 105 € entre l'Italie et la Suisse. Donc, pour moi-même, je rêvais parce que je n'avais jamais pensé que quelqu'un pouvait me donner même 50 €. Et la dame qui ne me connaissait pas, à qui j'ai expliqué seulement ma situation par générosité, elle m'a donné 105 €. Et quand je suis venu en France, je suis hébergé également aussi par une Française qui est là, qui m'a amené ici aussi, qui travaille dans une association, qui m'a hébergé et qui me permet de faire toutes mes pratiques religieuses. Et tout en se battant toujours pour des personnes comme moi, ou qui sont dans une situation plus pire que moi. Donc, je ne peux qu'apprécier tous ceux qui se battent dans ce sens-là. En plus, les politiques vont croire, vous, la population française, que les terroristes, c'est des migrants, c'est des musulmans. Non et non. Vous allez voir, quand Sarkozy était au pouvoir, son intervention en Italie, en Libye plutôt, ce problème a coûté la vie à des centaines de personnes, à des milliers même de personnes. Vous pouvez voir parmi ces victimes, quelqu'un qui n'est même pas musulman, parce que toute Libye n'est pas musulmane, ou bien quelqu'un qui est musulman, mais qui vient se venger à cause de la mort de son père, par l'intervention de la France, à travers Sarkozy, mais qui ne peut pas atteindre Sarkozy, va atteindre la population innocente, pour ne rien, pour se venger. Alors, au lieu que Sarkozy et son gouvernement disent à la population, ce monsieur-là s'est vengé, parce que nous sommes intervenus en Libye, qui a coûté la vie à son père. Non, le gouvernement ne dit pas ça, se cache pour dire que c'est des musulmans, c'est des terroristes. Alors, rappelez-vous que tous les migrants ne sont pas des musulmans et tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Continuez votre combat et je vous félicite. Merci. Par rapport à ça, juste 2 choses. Premièrement, c'est pour nous assez clair, nous n'avons parlé ni d'islam ni de terrorisme parce que ça n'est pas la question. Plus près le micro. Ça n'est pas la question, c'est la question des migrations. Après que les questions de migration soient instrumentalisées par un certain nombre de responsables ou de personnes, notamment pour faire l'amalgame, comme tu l'as rappelé, entre migrants et terroristes, on le sait bien, hein, mais la question des migrations, pour nous, ça n'est pas celle-là.
Non, on peut aussi faire ici ou ailleurs un débat sur l'islam en France, l'islam de France et le terrorisme. Bon, ça n'était pas notre objet aujourd'hui, enfin cet après-midi. Deuxième chose, par rapport. Alors, je ne vais pas rentrer sur la question est-ce que c'est Dublin 1, 2, 3 ou bientôt 4. Je ne peux pas répondre très concrètement, mais à mon avis, ce qui était intéressant dans ce que tu as dit, c'est la complexité des situations dans lesquelles les migrants peuvent se retrouver et la manière dont ces parcours administratifs sont faits pour décourager et pour rejeter ceux qui veulent vivre ici en tant que citoyens, avec ou sans la nationalité, ce n'est pas le problème. Ah si, et cet après, donc demain, il y aura donc le forum qui est à, je crois que c'est à 15h ou 15h30, je ne sais plus, ou qui permettra de débattre et avec l'ensemble des associations, des collectifs qui sont engagés sur les collectifs locaux qui sont engagés sur la question, sur le front des migrations, sur la question des sans-papiers, qui interviennent en soutien aux personnes sans-papiers, etc. Donc on pourra reprendre, et je sais qu'il y aura des Rennais. Pardon. Ouais. Allô? Vous m'entendez? J'aimerais juste revenir sur quelque chose dont vous avez parlé, c'est un migrant, si j'ai bien compris, est sous la responsabilité du pays qui enregistrera ses empreintes le premier. Mais tu nous as parlé en fait... C'est ce pays-là qui doit traiter son dossier de demande d'asile, voilà. Même s'il a quitté ce pays-là pour aller dans un autre. Typique l'Italie, typique ceux qui passent par l'Italie et qui viennent en France éventuellement pour aller en Angleterre après. Donc tu nous as exposé le fait que certaines fois, ce pays a la possibilité de déléguer quelque part sa responsabilité à un autre, en l'occurrence l'Italie pour la France dans un des 3 cas que tu avais cités. J'aimerais savoir brièvement comment c'est organisé, voire facturé d'un pays à l'autre, parce que je pense que le problème il est aussi là. Il est renvoyé. Bah, dans un des cas qu'il a évoqué, le dossier est traité par la France alors que la personne a été enregistrée en Italie. Je pense que dans ce cas, c'est facturé. C'est facturé. S'il vous plaît, je peux revenir un peu là-dessus. Je pense que la France facture le traitement à l'Italie. J'aurais aimé juste... Je ne suis pas capable de répondre. Ah, pardon. D'accord. Non mais attends. Je veux juste un petit peu te lever là. Attends, oui. 1 et 2 là. Oui. Au fait, monsieur, quand quelqu'un, selon leur loi de Dublin, parce que moi je ne sais pas les types, c'est ici j'ai entendu, Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3. Si vous débarquez en Europe par l'un des pays de l'Union européenne, comme la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, normalement, selon leur loi, vous devez commencer à poser votre problème de papier. Eh bien, si vous ne le faites pas et que vous donnez vos empreintes, vous quittez ce pays, vous venez en France par exemple, vous passez à la préfecture pour votre premier enregistrement au guichet unique. À la préfecture, ils prélèvent aussi vos empreintes. Et si ils trouvent vos empreintes dans le système Eradoc, je crois que c'est le nom, Eurodac, s'ils trouvent vos empreintes dans ce système, surtout pour un pays de l'Union européenne, ils vont dire, bon, la France n'est pas responsable de l'examen de ton dossier dû à cette loi, tant. Il faut d'abord qu'on demande des autorités de l'Italie ou bien du pays où tu as fait pour la première fois tes empreintes par rapport à ton cas. Et ça dépend de ton dossier, de ta chance, parce que ce pays-là peut mettre 3 mois, 4 mois sans qu'il ne réponde à la France, ou bien 4 mois. Et si le pays-là dit à la France, occupez-vous, alors tu as la chance, la France examine ton dossier. En ce moment, on te donne le document que tu dois remplir pour envoyer en OFPRA. Ou ce pays-là dit, ramenez le monsieur ou bien ramenez la personne à nous. Donc la France prépare ton transfert. Alors si le pays l'a dit de te ramener, c'est justement, c'est formel. La France va préparer ton transfert, ils t'envoient dans ce pays-là. Leur problème c'est de te faire quitter sur le territoire français. Si tu mets pied sur le territoire, la France n'a plus de responsabilité. Que tu sois bien accueilli ou non, ça ne leur regarde pas. Quand tu tues, ça ne leur regarde pas. Ou ce pays garde le silence, au-delà des 3 ou 4 mois aussi. Ce silence-là aussi signifie de te ramener. Donc ils appellent ça aussi là-bas la préfecture, réponse implicite. Mais je ne connaissais pas les types de doublets, mais de toute façon tu es dans le doublet.
Donc c'est un peu ça. S'il vous plaît, je veux bien vous répondre. Je veux bien lui répondre, vraiment. C'est Dublin 3 de toute façon, puisque 1 et 2 n'existent pas, c'est 3 maintenant. Ensuite, il y a l'article 17 de la Convention de Genève qui dit que la France a le droit de décider de ne pas faire ce que vous dites, c'est-à-dire de renvoyer les Dublinés. Voilà, ça, donc, à Gap, dans les Hautes-Alpes, où je suis allée aussi, dans les CAO, parce que, bien sûr, on n'a pas le droit d'aller dans les CAO, mais on peut aussi se débrouiller à y aller de certaines manières, quoi. Hein. Voilà, quand on ne peut pas, on se débrouille à y aller. Donc, ensuite, tous ceux de Calais, en principe, ont été dédublinés. Hein. C'est-à-dire que même s'ils avaient laissé leurs empreintes dans un autre pays, par exemple l'Italie, ils sont passés en procédure normale. Il y a quelques régions où, malgré la décision de dédubliner ceux qui étaient à Calais, certains résistent un peu. Il suffit par exemple d'être passé par la porte de la chapelle, c'est pour ça qu'il est intervenu. Il aurait suffi qu'il ait été réfugié à Calais au lieu de la porte de la chapelle pour être dédubliné et passer en procédure normale. Donc en fait, vous étiez peut-être pas là, mais il y a eu des combats à Gap, à Embrun, ceux qui ont fait la grève de la faim. Il y a 2 personnes qui n'étaient pas passées à Calais, qui étaient dublinées. Le préfet qui était, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas là, qui est extrêmement dur, a été obligé de céder devant la pression des collectifs et notamment aussi des grèves de la faim, des sit-ins, de tout l'engagement populaire qui s'est fait autour. Et aussi, ils ont envoyé des lettres au président de la République, aux députés. Ils se sont basés sur l'article 17 de la Convention de Genève qui dit que la France peut déroger à la procédure Dublin. Voilà. Oui. Ok, merci. On n'oublie pas ça là-bas. Il y en a une là-bas et une là. Parce que je n'y connais rien, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si important cette histoire de Dublin. Je me demande si on n'est pas en train de, pas nous ici, hein, mais si les pouvoirs administratifs et politiques des États membres de l'Union ne sont pas en train d'occuper les militants là-dessus. Le fond du problème, si je pose la question autrement, si demain, par une grande victoire politique, on faisait abroger totalement ce système de Dublin qui sert à balader les gens d'un pays à l'autre, le fond du problème reste. Le fond du problème, ce que j'ai entendu, c'est que, je ne connais pas les chiffres, je ne suis pas arrivé au début, donc peut-être ça a été donné pour les autres pays, mais pour la France, j'ai clairement entendu le fait que plus de la moitié des demandeurs d'asile sont rejetés. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit beaucoup mieux en Italie, dans les autres pays. Donc le fond du problème, c'est le fait que les gens qui ne viennent pas, on ne s'exile pas par plaisir, les gens qui arrivent dans nos pays, qui sont forcés de quitter leur pays, à plus de la moitié des cas, on les rejette. Que ce soit avec Dublin, c'est-à-dire en faisant ce jeu, votre dossier doit être examiné pas par moi mais par d'autres, mais l'administration, la bureaucratie, c'est la même dans tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment important? Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est important de mobiliser sur ce problème de Dublin, des Dublinés ou pas. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'occuper d'un problème de forme, alors que c'est le fond, le fait qu'on rejette plus de la moitié des demandes? Debout. Je voudrais pouvoir commencer à répondre. Dublin, d'une part, c'est le jeu entre pays européens de la patate chaude. Ça veut dire qu'on ne veut pas s'occuper des gens. Donc, éliminer Dublin, ça voudrait dire que l'on accepte la liberté déjà de circulation des personnes et qu'on leur donne le droit de choisir le pays où elles voudraient pouvoir demander l'asile, premièrement. Donc ça, c'est un des premiers droits qui leur est refusé. Ensuite, tout au début de cette conférence, on a vu que les personnes arrivaient principalement, du fait des pays dont elles arrivent et du parcours de migration, en Italie et en Grèce. La Grèce, compte tenu de la chute du pays et de ce qui se passe là-bas, financièrement, économiquement, normalement, mais ça vient juste d'être changé, je crois, ne peut plus accueillir de demandeurs d'asile, il y en avait trop, et elle ne peut pas les assumer. Ainsi, on a reconnu qu'il y avait une faillite du système d'asile en Grèce, et on ne dubline plus les personnes vers la Grèce. Mais ce qui est de l'Italie, de la Hongrie, de la Bulgarie, de tous ceux qui sont aux frontières de l'Europe, c'est eux qui accueillent évidemment, par la géographie, le plus grand nombre de migrants.
ils ne souhaitent pas forcément rester dans ces pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peut-être des attaches dans d'autres pays. L'Angleterre, c'est aussi un problème de langue. Les personnes ont soit de la famille, soit ils pensent que ce sera plus facile pour eux. Il y a aussi la question des mythes, de qui accueille mieux. Évidemment, ces personnes, elles arrivent pas pour sucer les systèmes sociaux européens, mais pour trouver du travail et pour pouvoir refaire une vie et aussi aider de la famille rester au pays. Donc elles vont chercher des systèmes où elles vont pouvoir s'insérer et travailler et créer de la richesse pour elles, mais elles en créent forcément aussi pour les pays. Voilà. Il y avait une autre chose, donc c'est si on acceptait la liberté de circulation, Dublin n'aurait plus de sens. Mais étant donné que l'Europe, évidemment, se protège et trouve toutes les barrières possibles pour limiter. C'est aussi une manière, justement, quand vous parlez de la moitié des rejets, des gens qui passent, oui c'est beaucoup plus, mais des gens qui passent par l'OFPRA, ça veut dire des gens que l'on accepte qui déposent une demande d'asile en France. Donc déjà plus de la moitié sont refusés, mais avec Dublin on en refuse encore plus. Donc c'est une première étape déjà pour les empêcher de poser une demande d'asile sur le territoire. Voilà. Et donc on les renvoie d'un pays à un autre et on les décourage. C'est une autre manière de décourager. En plus, ici en France, de les laisser systématiquement à la rue. Première étape du découragement, on vous laisse à la rue. Voilà. Donc, se concentrer sur Dublin, c'est une manière de lutter contre ce système et aussi de dire qu'on est pour la liberté de circulation, avant celle d'installation, par exemple. Voilà, c'est les premières réponses que je peux donner. Et il y avait le jeune homme... en fait, c'est 2 mois, le pays... Quand il est saisi par la France, a 2 mois pour répondre, normalement. Au bout de 2 mois, effectivement, c'est un oui implicite. On est sous Dublin 3, comme le disait madame. Et tu posais une question, oui, la question de l'argent. La question de l'argent, il n'y a pas répondu. Il y a toujours cette question qui revient de l'argent. Quand on regarde déjà le nombre réel de personnes qui viennent demander l'asile en France, il n'y a pas de problème d'argent. Le problème c'est politique. En plus... on ne renvoie pas tout le monde puisqu'il l'a expliqué, lui, il est passé à travers et l'autre non. Donc déjà, on ne retrouve pas tout le monde dans Eurodac. Et même quand on arrête les gens que l'on dit sans papier, ce sont des demandeurs d'asile en réalité qui voudraient simplement demander l'asile ailleurs. Peut-être pas en France. C'est pour ça qu'ils sont sans papier en France. Ils ont peur de déposer leurs empreintes en France. Pourquoi ? À cause de Dublin. Donc Dublin, encore une fois, crée des problèmes. Parce que s'il n'y avait pas Dublin, on les laisserait peut-être passer, ou alors ils n'auraient pas un problème d'être renvoyés une fois qu'ils arrivent déjà à passer la frontière. Parce que toutes les frontières, ils les passent illégalement de toute façon, puisqu'on ne les accueille pas. Voilà. Donc le problème de l'argent, en fait, il ne se pose pas réellement, compte tenu du nombre qui arrive en France. Il y a un maire d'une commune qui, à un moment donné, justement, luttait pour accueillir les migrants. Et il a expliqué que le nombre de personnes qui arrivent en France, ce serait peut-être 1 personne par commune, par village, 1. Et peut-être même pas. C'est moins que ça. Il y a des... Comment ? C'est moins que ça, 36 000 communes et 20 000, 24 000. Là, mais on disait qu'il y avait 84 000. Ouais. Voilà, d'accord ? Donc, voilà. En plus, ceux qui sont obligés de rester ici parce qu'on ne les laisse pas passer, d'accord ? Comme le monsieur le disait au départ, si on les laissait circuler, donc éliminons Dublin, les gens iraient et viendraient, et il y aurait un équilibre qui se ferait. Voilà pour les premières réponses que je peux donner. Ensuite, c'est pas l'Italie qui paierait si les gens restent en France, pour vous répondre précisément à votre question, ce serait la France, tout simplement. Je pense qu'effectivement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que l'importance des accords de Dublin, ça vient d'être dit, elle est grande pour 2 raisons, parce que c'est d'une part l'outil que les pays européens, à commencer par la France, utilisent pour refuser l'installation des migrants en France et pour les rejeter. Et du coup, pour tous ceux qui sont mobilisés, et au premier rang desquels les migrants évidemment, cette lutte politique devient importante et emblématique de ce qu'est réellement la politique française et européenne en la matière. Je voulais rajouter 2 chiffres parce qu'on les a redits. Il y a une diapo qui n'a pas été, qui est passée, mais où le tableau n'a pas été commenté.
c'est les demandes d'asile en France. Je dis bien les demandes d'asile, traitées par l'OFPRA, l'Office français pour les rapatriés et apatrides, les réfugiés et apatrides. En 2016, je ne reviens pas, c'était 85 000 demandeurs et 36 000 acceptés, soit directement par l'OFPRA, soit après des recours divers et variés dans lesquels je ne vais pas rentrer. 42% en 2016, c'était 28% en 2014. Et en 2015, le chiffre était intermédiaire. Et autre chose qui, moi, sur lequel je voulais intervenir, c'est le cynisme de toutes ces politiques. En particulier, c'est pour ça que j'ai interpellé Gilles tout à l'heure, les accords qui ont été passés ou qui sont en train d'être passés ou qu'on envisage avec l'Afghanistan, qu'on a passé avec la Turquie ou qu'on envisage de passer avec la Libye sont d'un cynisme absolu. Ou le Soudan, enfin bon, je ne vais pas faire... d'accord, ouais. Non mais là, oui mais bon, par exemple, lorsque l'accord a été passé avec la Turquie, il a été relativement médiatisé, donc j'y reviens pas. On voulait surtout pas savoir comment étaient traités les migrants en Turquie. On est même allé jusqu'à dire, quand il a été question de passer, quand il a été passé un accord avec l'Afghanistan, que l'Afghanistan était redevenu un pays sûr, donc qu'on pouvait renvoyer les migrants là-bas. Et la Libye, l'État dans lequel est ou n'est plus le pouvoir d'État en Libye fait que le pouvoir il est aux trafiquants. Les services garde-frontières de la Libye sont totalement corrompus. La manière dont les migrants sont traités en Libye, c'est absolument au-delà de tout descriptif et au-delà de tout scandale. Et pourtant, on envisage de soutenir financièrement et en les formant, soi-disant, les gardes-côtes libyens pour qu'ils retiennent plus de migrants en Libye. C'est un cynisme absolu. On peut continuer le cynisme. Ce qui s'est passé, l'Europe, à grand renfort de trompettes, nous a vendu il y a 18 mois qu'il y allait avoir 160 000 relocalisés de la Grèce vers l'Europe. Alors, je passe sur les discussions de chiffonniers pour savoir qui allait en prendre combien. En fait, de mémoire comme ça, c'est 14 000 sur les 160 000 qui étaient annoncés. C'est un dixième qui a été effectivement relocalisé. Et les chiffres sont les mêmes pour la France. La France s'était, à grand renfort de trompettes engagée en accueillir, pour rectifier, ça devait être 60 000, je crois. Combien 24 000. Oui, 28 000 et on doit être entre 2500 réellement. Il y a eu 2500 ou 3000 qui l'ont effectivement. C'est-à-dire le rapport de un dixième, quoi. Une dernière question pour une dernière conclusion. Une dernière réponse, pardon, une conclusion. Ça veut dire si j'aime pas le mot récupérer, c'est tout. Il faut parler au micro. Vous voulez le micro avec le fil, ça ira pas, ça sera trop le truc. Attendez, bougez pas. On amène chez nous. Qu'est-ce qu'on risque? Ça dépend de l'humeur du préfet. Ouais, c'est ça. Et là, on a bien vu ce qui s'est passé. Dans la loi, il y a eu c'était dans le Code civil, pardon. Il y a eu un alinéa qui a été modifié à la suite de bataille pour que, soi-disant, ceux qui soutenaient les migrants de manière, désintéressée et ils ne soient pas poursuivis. En fait, les préfets ont contourné ce texte en inventant d'autres prétextes. Par exemple qu'ils étaient en train de véhiculer des migrants, donc que c'était dangereux, donc de les poursuivre. Et c'est la bataille permanente, y compris au niveau de la loi. Alors, je ne sais pas. Petite dernière ? Non, je ne vais pas conclure. D'autant que tout à l'heure, donc à 17h, ici même, nous avons un deuxième forum qui cette fois sera, mais enfin, avec le débat qu'on a eu là, on l'a un peu entamé, qui sera plus centré sur la France, sur ce que sont les mythes qu'on traîne en France autour des migrations, en essayant de les confronter aux réalités. Et en essayant, c'est ce qu'on avait prévu avec Gilles cet après-midi, cette fois, d'essayer de définir entre nous ce que devrait être une politique alternative des migrations. Donc, merci bien, et puis à tout à l'heure, ici, 17h. Merci,